Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. Ça bouge dans la restauration collective avec le rapprochement entre Convivio et 1001 Repas. On en parle dans un instant avec notre invité Jean-Frédéric Joliet, le patron de 1001 Repas. Mais tout de suite, quelques infos en bref avec Delpharm, le producteur de médicaments en sous-traitance qui se lance dans la production d'un test antigénique sur son site lyonnais du 7e arrondissement. Objectif, une cadence de 1 500 000 tests par mois d'ici à janvier. Rappelons que Delpharm pèse près de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont les 2 tiers à l'export, avec 4 700 salariés répartis en 17 sites de production, dont celui de Lyon. Santé toujours avec Adecco Médical qui recrute 1300 soignants d'ici à la fin de cette année en Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir 500 CDI, CDD et CDI intérimaires et quelques 800 intérimaires pour des postes d'aide-soignants, infirmiers, infirmiers de bloc opératoire et préparateurs en pharmacie, des postes à pourvoir aussi bien en établissement public ou privé. Si besoin, des formations sont possibles en validation d'acquis de l'expérience. EM Lyon a un nouveau directeur de la communication qui sera aussi directeur de la marque et du marketing, et pour cause. Il arrive tout droit du monde de la pub et de la communication, patron de McCann France depuis 2015. Il a sévi chez BDDP, Havas, TBWA, Omnicom et il avait créé aussi l'agence Being. Bref, une pointure qui siégera également au directoire de l'école présidé par Isabelle Huot. Enfin, le chiffre du jour, 62%, c'est le taux de participation des élections au bâtonnat de Lyon pour 2022-2023 qui ont vu la victoire haut la main de Marie-Joseph Laurent, associée d'Implid Légal avec plus de 1200 voix contre 990 pour Hubert de Boisse, son concurrent malheureux. Marie-Joseph Laurent prendra ses fonctions de bâtonnière avec son vice-bâtonnier Jean-François Barre le 1er janvier 2022 et pour 2 ans. Voilà, et on retrouve à présent notre invité Jean-Frédéric Joliet, PDG de 1001 Repas. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez annoncé votre rapprochement avec le Breton Convivio la semaine dernière. On va y revenir. Mais comment vivez-vous d'abord pour commencer cette période, vous qui gérez 160 restaurants collectifs? Est-ce que cette crise aussi a accéléré les discussions avec Convivio? Alors, j'ai tendance à dire que je vis cette crise de manière formidable. Alors formidable, non pas dans le sens extrêmement positif, mais formidable parce qu'elle oblige justement à remettre en cause un certain nombre de visions, un certain nombre de croyances. Et tout ce qu'on croyait établi dans une période à peu près normale est venu un petit peu être balayé, modifié et parfois même profondément modifié, on le verra peut-être. Cette période avec Convivio, en fait, j'avais rencontré le président de Convivio. C'est une entreprise familiale, donc bretonne. Je l'avais rencontré il y a 2 ans parce que j'étais déjà convaincu il y a 2 ans qu'il fallait impérativement que nous trouvions des alliances avec des entreprises de nos tailles ou plus grandes. Donc je m'étais rapproché d'entreprises plus petites, mais je m'étais également rapproché d'entreprises plus grandes. Pas des grands groupes, parce que je crois que c'est pas tout à fait la cible et ce ne sont pas tout à fait les valeurs que je partage. Mais en tout cas, avec le groupe Convivio, j'avais déjà entamé il y a 2 ans des discussions, notamment de mutualisation de nos achats et des choses comme ça. Alors, ce sont 2 entreprises qui ont beaucoup de points communs, des entreprises familiales, indépendantes, tout en étant complémentaires sur le plan géographique. Convivio à l'ouest, vous à l'est. Un petit peu de points communs avec Paris, c'est tout? Oui, un petit peu de points communs avec Paris. C'est vraiment une chance, c'est-à-dire qu'en plus, il y a cette complémentarité géographique. En effet, on prend la France, on la partage en 2. Il y a une partie ouest pour Convivio et une partie est pour 1001 Repas. Paris qui est un point commun, mais Paris est tellement grand que c'est une région à part entière. Et puis il y a aussi le sud-ouest, le Pays Basque et le Béarn, où nous nous retrouvons un petit peu là-bas. Mais c'est, en l'occurrence, nous ne nous sommes jamais retrouvés en concurrence depuis 23 ans avec le groupe Convivio. Alors Convivio est quand même 3 fois plus gros que vous. Ouais. Pour faire simple, c'est ça 150 millions, 160 millions pour le groupe Convivio et 50 voilà. Et quelques millions pour 1001 Repas. Voilà, et 2500, 2600 personnes et 850 pour vous, c'est ça? Exactement, c'est ça. Alors l'addition du numéro 8 et du numéro 6, ça donne quoi? Le numéro 3, 4, 5? Alors, je crois pas qu'il faille calculer comme ça en numéros. C'est vrai qu'il y a des numéros dans notre profession, on essaye toujours de positionner le numéro 1, le numéro 2, etc.
Je crois que le plus important, c'est de dire qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on va changer et qu'est-ce qui va être modifié si jamais il y a des choses à modifier. Je crois que la première chose, c'est que nous nous retrouvons sur le groupe familial, je l'ai dit, mais également sur la qualité des prestations offertes aux enfants, puisque majoritairement, tous les deux, nous faisons à peu près 60% de restauration scolaire. Donc en fait, on a déjà un intérêt tous les deux à partager cette expérience de la restauration scolaire. Je crois qu'après, ce qui est modifié, peut-être la taille va nous permettre d'avoir, vis-à-vis des fournisseurs nationaux, une grande partie de nos achats sont locaux et régionaux, mais il y a aussi des fournisseurs nationaux, bien évidemment. Et donc, vis-à-vis des fournisseurs nationaux, plus vous êtes gros et plus vous obtenez des prix intéressants. Et ça, c'est déjà un élément important dans ce rapprochement, c'est que nous allons tous les deux faire des économies d'échelle grâce à la taille de nos entreprises. Mais 8 ou 6, ce n'est pas très important, quel que soit le numéro qu'il y aura derrière. Alors, c'est une prise de participation majoritaire de Convivio dans 1001 repas, mais chaque entreprise continue sa route avec sa marque. Oui, parce que je crois que ce sont deux entreprises qui marchent bien. Convivio est très connu en Bretagne et surtout l'ouest de la France. 1001 repas, je crois, a une excellente réputation en termes de qualité surtout, c'est pour moi le plus important. Réputation en matière de RSE, c'est-à-dire que nous sommes vraiment positionnés pour la planète, pour le goût, pour la santé. Je crois que cette image, il y a encore des bonnes années devant 1001 repas. Je crois que ce serait une erreur de vouloir dire tiens, bon, on va mélanger les deux, parce qu'encore, même si c'est 8 plus 6 égale 3, ne m'en voulez pas, mais je crois que c'est avant tout deux entreprises qui vont continuer à croître, et puis 160 plus 50, ça fait 210 millions par rapport à nos concurrents sur ce marché. On parle de plusieurs milliards pour les concurrents qui sont devant nous. Oui. Je crois qu'il y a encore de belles années avant d'arriver à une taille exceptionnelle. Vous avez parlé des synergies au niveau des achats, par exemple. Est-ce qu'il y aura aussi des synergies au niveau des fonctions support ou pas spécialement ? Bien sûr. Il va y avoir des binômes. C'est-à-dire que, vous savez, lorsque vous faites, par exemple, des ressources humaines, surtout dans une période que nous traversons à l'actuel, avec des PGE, donc du chômage technique et partiel, il est important qu'on ne se trompe pas. Il est important que les décisions que nous prenions, eux et nous, soient conformes à la loi, soient conformes aussi aux souhaits des salariés et des partenaires sociaux. Donc ça veut dire qu'en permanence, je crois que nous allons pouvoir partager ensemble des décisions à prendre en matière de ressources humaines, en matière de... On a la loi Egalim qui arrive avec justement des obligations importantes sur le pourcentage de produits frais, de produits bio, des choses comme ça. Donc je crois qu'il y a vraiment matière à partager en binôme avec différents services de leur entreprise et de 1001 repas pour que nous puissions avancer beaucoup plus vite. Vous gérez 160 restaurants au niveau de 1001 repas. Quelle est la part des achats auprès de producteurs locaux Alors, pour être très franc, on en parlait tout à l'heure, c'est 23% aujourd'hui. 23% de produits, je parle en masse, je parle bien évidemment en chiffre d'affaires, ce qui représente un nombre de fournisseurs locaux très important. C'est-à-dire, donc, autour de chaque restaurant, vous avez vraiment la possibilité pour le chef et son équipe d'aller choisir des fournisseurs locaux. Très souvent d'ailleurs dans les restaurants scolaires que nous gérons, des parents d'élèves sont eux-mêmes agriculteurs, producteurs, éleveurs et bien évidemment on encourage cette économie locale et cette proximité. Juste un tout petit exemple, lorsqu'il y a eu le problème de la vache folle, nous étions certainement la seule entreprise en France, peut-être avec Convivio, à servir de la viande de bœuf dans nos restaurants. Pourquoi ? Parce que le fournisseur étant un parent d'élève, l'argument était extra en disant attendez, si jamais ce fournisseur s'amuse à servir à son fils de la vache folle, il faut être assassin. Vous disiez donc 60% restauration cantine scolaire, les autres 40%, ça se répartit comment ? Il y a à peu près 25% de restauration d'entreprise, et puis le reste c'est du médico-social, donc des maisons de retraite, des centres de personnes handicapées, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des projets, alors déjà est-ce qu'il y a des coins en France, on a dit ouest et est, mais est-ce qu'il y a encore des régions où vous souhaitez vous développer, vous renforcer ? J'ai créé il y a 2 ans 1001 repas du Nord, qui a démarré il y a 2 ans, qui aujourd'hui a à peu près une vingtaine de restaurants. J'ai créé il y a 1 an et demi 1001 repas de l'Est,
il y a déjà des régions qu'il va falloir qu'on continue à développer. Il y a Paris qui est important, il y a un potentiel sur Paris exceptionnel, donc on va vraiment s'intéresser au potentiel de Paris. Et puis encore, j'ai de belles choses à faire ici en région Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. Et pas de projet en Europe, en dehors des frontières hexagonales. Non, je crois que ça appartient à une autre génération. J'ai pas le temps de tout faire. En 23 ans, c'est déjà pas mal. On évoquait la situation en commençant cette interview, cet entretien. Modification importante en profondeur. Est-ce que la concentration va encore s'accélérer compte tenu justement de la situation ? Dans notre métier, dans notre profession ? Dans votre profession. Je ne suis pas devin, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des changements profonds de modèle économique. Notamment la restauration d'entreprise. Quand on parle de télétravail, bien évidemment, on a différentes manières. On invente d'ailleurs, on est très novateur. Quand je disais époque formidable. Donc ça veut dire beaucoup moins de repas à servir. Bien sûr, sur place. Par contre, après, vous avez possibilité éventuellement d'offrir des portages de repas à domicile pour nourrir les salariés des entreprises. Mais d'une manière générale, je suis convaincu, après le Covid, qu'on ne reviendra jamais au même niveau qu'avant. Ça veut dire qu'on aura peut-être une diminution de l'ordre de 20% de la fréquentation des restaurants d'entreprise. Donc vous avez des entreprises en France aujourd'hui qui sont totalement spécialisées en restauration d'entreprise. Certaines sont déjà à vendre. Et d'autres, à mon avis, je ne sais pas quelles sont les solutions qui s'offrent à elles, mais je crois qu'il y aura des modifications importantes au niveau du paysage, y compris au niveau des trois gros. Oui, alors on a vu avec certains qui ont annoncé des pertes importantes il y a quelques jours. Vous-même, vous serez équilibré ou en perte sur cette année ? Ah oui, à certitude. Attendez, le premier Covid, quand vous imaginez que du jour au lendemain, on parlait tout à l'heure des restaurateurs publics, de la restauration commerciale, nous avons subi exactement la même chose. C'est-à-dire que du jour au lendemain, nous n'avions plus aucun consommateur dans nos restaurants. Il y avait des frigos qui étaient pleins et des réserves qui étaient pleines pour fabriquer les repas. Bien évidemment, ça, ce sont des pertes sèches. Et d'autre part, même lorsque vous mettez l'ensemble de vos collaborateurs au chômage partiel, et je remercie l'État pour avoir mis en place, que ce soit les PGE, que ce soit le chômage technique, mais derrière, il vous reste les congés payés, il vous reste le 13e mois, il vous reste les jours fériés, il vous reste le fait quand même de fabriquer tous les mois 850 fiches de paye. Vous avez encore une masse de charges. Et puis les locaux que nous occupons, mon propriétaire n'est pas venu me voir en me disant « Écoutez, monsieur Joliet, je vous en fais cadeau. » Je crois qu'il avait des difficultés aussi graves que les miennes. Lorsque vous entendez Jean-Frédéric Joliet, le président de l'UMIH, appeler à la désobéissance et dire « c'est pas normal que les cantines puissent continuer à être ouvertes et nous être interdits », comment est-ce que vous réagissez ? Je crois qu'il se trompe de combat. Je ne le connais pas, mais je crois qu'il se trompe de combat. J'ai jamais été... Je m'occupe avant tout, moi, de trouver de l'innovation pour créer de la valeur dans mon business. Je n'attends pas à ce que accuser les autres de dire « oui, mais regardez, les cantines sont ouvertes ». Je crois qu'il se trompe de combat, mais on a le droit de se tromper de combat de temps en temps. C'est pas négatif. Je le connais pas. Dernière question, cet accord avec Convivo, est-ce que c'est aussi une façon pour vous de préparer la transmission de l'entreprise, même si vous êtes encore très jeune ? Non, mais vous avez raison. Je crois que la mission d'un président, elle est double. La première, d'assurer la pérennité de ce qu'on lui a confié ou de ce qu'il a créé. En l'occurrence, c'est mon cas. Et le second, c'est d'assurer sa succession. Beaucoup de chefs d'entreprise ont des problèmes de succession. Moi, ma succession est toute trouvée. C'était mon fils Clément Joliet. Il est rentré aujourd'hui dans le capital de la nouvelle structure. Donc, il est actionnaire maintenant de cette nouvelle structure. Il est jeune, beaucoup plus jeune que moi. Donc, je pense qu'il a un avenir avec cette entreprise, et l'alliance que nous avons créée doit profiter à l'ensemble de mes collaborateurs, ceux en tout cas qui souhaitent continuer sur le chemin, et ils sont très nombreux. Merci beaucoup Jean-Frédéric Joliet d'être venu dans cette émission, le Journal Écho de Lyon Décideur. Très bon week-end, merci, au revoir.